forever. NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité NBA sans langue de bois et avec beaucoup de mauvaise foi. Le tout concocté par Sports Content. Alors je vous prie de m'excuser pour ceux qui ont la vidéo, mais j'ai une gueule de merde. Donc c'est pour ça que j'ai les lunettes aujourd'hui, vu que j'ai un bon rhume. Bref, on n'en a rien à foutre. Pour m'accompagner cette semaine... on est un petit peu moins que d'habitude, mais on est toujours là pour assurer le navire. Notre premier camarade est en PLS depuis qu'il a vu qu'on s'était complètement planté sur nos prédictions de joueurs de la semaine avec un Rocket mis en avant la semaine dernière. Ah, le pauvre. Comment ça va, Quentin ? Bah, ça va un peu mieux que les Spurs. Écoute. Ça y est, toi, tu veux commencer direct sur des sujets qui fâchent, toi. Non, mais tu vois, quand je vois que sur... bon, pas celui d'hier soir, mais quand je vois que sur les 3 derniers matchs, tu dois te tourner à 25% à 3 points, Ouais. Bon, voilà, j'ai envie de me défenestrer. Oh, non, n'en dis pas autant, parce qu'à cette heure-ci, on n'est pas à la place de Loris. Notre second compère est supporter d'une équipe qui aime canarder de loin, sauf que la nuit dernière, elle s'est faite braquer par le récidiviste, qui est Ja Morant. Comment ça va, Polo ? Ça va. Mais de toute façon, on en parlait la dernière fois. Abuser du 3 points, c'est toujours dangereux. Donc, voilà. j'espère qu'on prendra les leçons. C'est ça. On en a vu la preuve face aux Grizzlies. Et notre troisième compagnon est quant à lui le bandeur originel, capable d'aimer LeBron James lorsqu'il porte un bandeau et une coudière, comme capable de le détester lorsqu'il ne les a plus. Et bien sûr, pour rappel, son adresse Hotmail à l'époque était Allen Iverson du 92. Comment ça va, Samuel ? Une adresse auquelle j'ai toujours accès. Je tiens à le signaler. L'adresse auquel j'ai toujours accès. Et, ouais, je suis juste un haters des gens qui ont des calvities. Voilà, désolé à toutes les calvities. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout se passe bien pour moi. Et n'oubliez pas, la vie est une fête. Les lecteurs jouent le titre. Ah, tu fais bien plaisir. Pour le coup, tu fais bien plaisir. Eh ben, écoutez, parfait, messieurs. Ce que je vous propose de suite, c'est d'aborder les actualités de la semaine. Et on va commencer. Encore une fois, on enregistre le lundi au lieu du mardi, donc on va repartir sur des prédictions frauduleuses des joueurs de la semaine. Donc pour rappel, les joueurs de la semaine dernière étaient Alperen Sengun pour la conférence Ouest ainsi que Jalen Brunson pour la conférence Est. De votre côté, messieurs, là vous voyez qui ? Oh là là, où ça ? J'allais dire Trae Young, mais il a perdu cette nuit. Ça peut être crédible, hein. Ouais, mais tu vois, c'est le match là contre les Nuggets, ils se sont pris une bonne déculottée de 30 points. Ouais. Pour finir la semaine, ça laisse pas une image terrible. Après, il faut voir peut-être la concurrence. Morant aussi, qui fait une grosse semaine. Et en effet, une bonne semaine du côté de l'Ouest. C'est ça. Donc moi, voilà, j'ai en tout cas, mon petit coup de cœur de la semaine, en tout cas, se porte sur ces deux-là qui m'ont marqué sur leur performance. Et pourtant, je suis pas un fan de Trae Young, beaucoup le savent. Hein. Mais faut dire que sa semaine, elle était quali. Après, c'est vrai qu'à l'Ouest, il y a pas mal de séries en cours, parce qu'on a en effet Memphis qui a 3 victoires d'affilée. On a également le Thunder qui a 3 victoires, les Mavericks qui sont à 7 victoires d'affilée aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être des noirs à sortir de chez eux aussi. Hein. Ah non. Moi, je refuse, donc voilà, je boycotte. Il a dit je refuse, histoire de faire sauter Lucas dans son canapé. Shai, on peut le mentionner pour le Thunder. En fait, j'ai l'impression que Shai, il est tellement régulier que... Alors, dans mon livre, il aurait dû être la semaine dernière. Oui. Parce que bon, les 35 points, 5 rebonds, 6 passes, du 55% au tir. Et non, vas-y, t'inquiète, on le donne au Turc qui met 18 points. En fait, je pense qu'il pénalise, en fait, c'est qu'il est tellement régulier, mais il n'a pas de performance, tu sais, qui marque clairement des performances de bandeur, dans le sens où il n'a pas des actions qui marquent dans la semaine, ou un match où il t'en plante 45, tu vois, plus que les autres, ou quoi. En fait, il est tout le temps stable, 30 points, 35 points. C'est des victoires des Thunders
En plus, on s'en branle des Thunders, donc personne ne regarde à part 2-3 Voilà, vendeurs. toi, tu vas te faire insulter, Donc, toi, à les appeler les Oh là Thunders, là, toi. tu vas avoir des... Ouais, les Tenders de poulet, moi je les appelle, voilà. Mais en tout cas, non, c'est une bonne équipe, il faut le dire, c'est une bonne équipe, c'est un bon leader, mais je pense que c'est ce qui lui manque et ça lui fait défaut. Moi, je leur ai donné aussi la semaine dernière comme Quentin, mais je pense que ouais, c'est la NBA, c'est une ligue de vendeurs. Il faut marquer les esprits. T'es en train de nous dire que Nikola Jokic va être joueur de la semaine alors que quand il met 50 points, il perd? Tout à fait. Ouais. Non, moi, franchement, à l'Est, j'aurais mis Giannis parce que c'est vrai qu'il a fait aussi un gros match, même s'ils ont eu du mal contre je sais plus qui, contre Brooklyn, ils ont eu du mal, mais il est toujours aussi stable, pareil, comme tu disais par rapport à Shai, il est toujours dans ses standards. Et comme tu dis, après, c'est un truc évident, c'est pas comme tu dis un truc de bandeur, mais il est là. Il y a lui, mais est-ce que on partirait pas aussi sur genre un Tyler Hero pour le hit C'est ce que j'allais dire. Je suis en train de regarder, je suis en train de me dire peut-être. Je vais en profiter, moi je vais regarder de mon côté. Son micro. Je vais regarder un petit peu sur StatMuse un peu ce que ça donne, mais Tyler Hero, c'est sérieux quand même. Il nous a tapé le cul à nous les Lakers de manière très violente. Et contre Cleveland aussi, là, le dernier match, c'était violent aussi. Non, c'est vrai qu'il est bon cette semaine aussi. Tyler Hero, c'est 4 matchs, 25,3 points de moyenne, 6 rebonds et 5,5 passes. Toi Ouais. C'est des stats de jour de la semaine. Ouais. J'ai peut-être un autre joueur à l'Est, pardon, faut que je regarde ses stats sur la semaine. Qui ça? Attends, je regarde les stats vite fait pour voir si... Il a pas envie de dire une connerie. Non, je sais que dans tous les cas, c'est pas une connerie, mais c'est pour voir si les stats, tu vois, c'est vraiment... Parce que le dernier match qu'il a joué, il a pas joué longtemps, il s'est blessé. Ouais. Il va nous sortir Evan Meublé encore. Il va venir à des kilomètres. C'est 21 points, 8 rebonds, il y a 62% à 3 points. En prenant 4. Ouais. Toi, Ça va. 1,3 contre, 1,3 interception, tu vois. Mais il s'est blessé au dernier match contre le Heat assez vite. Il a joué 11 minutes. Tout à fait. Donc, allez, vas-y, Tyler Hero, tu vois, parce qu'en plus... Je pense pour le coup, Tyler Hero fait plus ou moins l'unanimité quand même là, sur la conférence Est. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Partirait sur... Ça donne quoi les Pistons aussi? Parce que Cade... Ah ouais, non, vas-y, laisse tomber. Non. Les Pistons, on n'a pas envie. Non. Ils ont gagné un match en plus, un seul. Après, on va dire qu'on parle pas assez des Pistons. Ouais, voilà, après on va dire... Non, vous parlez pas assez des Pistons, ça fait que ça fait une bonne performance, mais vous en parlez pas. Bon, bref. C'est bon. Le hit, ça gagne. En fait, ça va avec la bonne période du hit, cette montée en puissance de héros. Et pour ta réponse pour les Pistons, ça s'est fait sur les 5 derniers matchs. Si je dis pas de conneries, je crois que ça gagne contre les Knicks, ça perd contre les Celtics, ça perd contre les Bucks, ça perd contre les Sixers, ça gagne contre les Pacers. Voilà, quel bilan incroyable. Merci. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai dit non après, parce que je me souvenais de son triple-double contre les Knicks, là. Puis je me suis dit, je vais peut-être aller regarder le bilan, puis je regardais le bilan, je fais ouais, non. Non, mais vas-y, laissons les Pistons dans l'anonymat dans lequel ils étaient, c'est pas plus mal. C'est bon. Après, Cade est très fort. Ah oui, attention, après, Cade Cunningham est fragile quand même. Il loupe beaucoup de matchs. Ouais, bon, on verra bien. Donc bon, bref, on reste sur Tyler Hero à l'Est et à l'Ouest, du coup, sur qui on tranche? Moi, je dirais Luka Doncic. Ouais, bon, ça c'est comme toutes les semaines, comme dirait Samuel. Je refuse de voter. Voilà. Tu refuses. L'abstention. Tu peux dire Kyrie, tu peux dire plein. Non, tu peux dire plein je refuse de voter pour les Mavs, mais. Je vais dire Jamorant parce que je trouve que la saison je trouve qu'il fait une semaine quand même ouf, même s'il y a un match, je crois qu'il joue pas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais je trouve que là, on voit la différence en fait entre quand il est là et quand il est pas là. Clairement, au Griff, c'est une transformation. C'est une équipe qui joue le titre et quand il est pas là, c'est une équipe qui tank, quoi. C'est de la folie. Ouais. Il rend bon tout le monde dans l'équipe, quoi. C'est vrai que son impact, il est quand même énorme du côté de Memphis. Après Luka Doncic, c'est 29,3 points, 11,7 rebonds et 8,3 passes. Et 3,3 interceptions. Ouais. Après, on va nous dire que c'est un bon défenseur, donc je refuse ces stats. pour revenir sur... c'est ça le truc. Morant, c'est même pas un gars qui stat de ouf en plus, en fait.
son impact il se voit autrement que sur les stats, tu vois. C'est pas un gars qui met 40 points, c'est pas un gars qui fait beaucoup de triple-double, les passes D c'est pas ouf, je crois, tu vois, c'est pas le mec qui te fait. Il a fait 9 cette saison, je crois. Ouais, il en a 9, je crois, ouais. Mais je crois qu'il est à 9, mais non, il a 8 maintenant, tu vois. Il a 8-5. Mais je sais pas, toi, c'est pas non plus le créateur de ouf, mais je trouve que, je sais pas, il ramène un dynamisme, il ramène du danger, même les autres, ils se sentent plus forts avec lui, j'ai l'impression. C'est un vrai leader. En fait. C'est ce que j'allais te dire, c'est que quand il est là, les autres, c'est un peu comme dans les jeux de rôle, quand lui est là sur le truc, il augmente toutes les capacités des autres. C'est incroyable. Donc pour le coup, c'est ce qu'on attend d'un leader, et j'espère que ça va continuer, parce que j'avoue que leur saison est vraiment en balance avec ses capacités sur le terrain. S'il joue beaucoup de matchs et qu'il arrive à préserver un peu sa santé, ça sera pas la même saison. Ouais, après la stat peut-être qui fait tâche quand même pour Ja Morant sur cette semaine, c'est ses 8 petits points face à Sacramento. 15% au tir. Ouais. C'est peut-être ce qui fait un peu tâche sur le CV pour cette semaine. Donc c'est vrai que pour le coup, au vu des stats et en plus de la série qu'ont les Mavs, est-ce que ça devrait revenir à quelqu'un d'autre que Luka Doncic? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se passe, Vladimir? T'es malade? Ouais, ça va pas. Tu parles de ce mauvais match là en termes de stats contre les Kings, mais il gagne, tu vois. Ah ouais, le problème c'est que ça gagne quand même. Donc, il gagne quand même, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quand même tu vois, même quand il est pas bon, je trouve qu'il arrive à. Après, si on veut aller jusque-là, le dernier match qu'il y a eu le mercredi dernier, je crois, c'est les Mavs qui ont battu les Grizzlies. Donc, ouais. Voilà, je vais pas. Voilà. Kyrie Irving, je trouve que c'est un bon. Je l'ai dit au départ, mais après, Après, le problème, c'est que sur le. Je sais pas si Kyrie Irving stat aussi bien que. Non, mais c'est aussi sur les 6 derniers matchs. Donc, c'est vrai que pour le coup, les stats de Doncic sont inévitables. Hein. Il y a malheureusement. Ouais. Eric Lively aussi, très attention, moi je dis genre de la semaine. Attention, Najee Marshall, attention. Dinwiddie aussi. Oh là là. Bon, bref, on se dit à l'est donc Tyler Herro et à l'ouest Luka Doncic. C'est parti. Allez, très bien. Bon, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à nous faire part si on dit encore des conneries une nouvelle fois et on va avoir, je ne sais pas, on va avoir des joueurs mid, on va avoir un Tyrese Haliburton à l'est, on va rien comprendre. Et bon, c'est pas. En tout cas, nos joueurs de la semaine sont plus crédibles que ceux de la NBA. Moi, je dis. En tout cas, je pré-shot, c'est sûr, ils vont mettre Jokic. Il y a des chances. Franchement, il y a des chances. Il y a des chances. Bon, ça reste à voir. Bon, très bien pour les joueurs de la semaine. Alors, deuxième actualité. On était obligé, bien sûr, d'aborder ce sujet-là. Chris Paul, qui est passé pas plus tard que la nuit dernière, donc la nuit de dimanche à lundi, deuxième meilleur passeur de l'histoire. En tout cas, deuxième passeur le plus prolifique de l'histoire en passant Jason Kidd et ses 12 091 passes. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, sachant qu'à titre d'info, John Stockton est à la hauteur de 15 806 passes. Donc bon courage pour aller le décrocher. Est-ce que... Ouais, vas-y. Ce que disait Loris en off, que je vais répéter ses paroles, c'est quand même des stats de ouf quand on sait qu'il est arrivé dans une franchise qui a été délocalisée. Il y a eu le lockout. Il y a quand même aussi. Il y a eu les Lakers. Ah non, merde, pardon. Ouais, il y a eu les Clippers. C'est dur. Il y a eu les Clippers en négatif, ça compte ou pas? Non, c'est pas autant négatif que ça, parce que quand tu regardes les stats, pas mal. C'est pas mal, mais en fait, quand tu regardes les stats par rapport à ses passes, il y a un gros quart avec Blake Griffin, hein, je suis désolé de le dire. C'est vrai. Après, je pense que ça lui a volé ses plus belles années de sa carrière, Clippers, mais après, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, non, c'est quand même une stat incroyable de le voir aussi haut. Je pense que ça va jouer aussi dans sa legacy entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup disrespect quand même, Chris Paul. Moi j'entends des Westbrook devant parfois, il y en a qui sont capables de dire Derrick Rose tellement il est un peu pas respecté, genre le mec le loser, il a une image de loser un peu tout ça. Donc moi je suis content, je trouve que c'est un gars qui transforme les franchises où il va et peut-être qu'on va retrouver les Spurs en play-in et je pense que il y sera pas étranger à ça. Hein. Ça pourrait être à ça si ça arrive. Ouais, en tout cas,
Clairement, en plus, ils lui ont fait une sacrée, un petit truc après le match. Oui. Ils lui ont montré toutes ses photos et tout. C'était vraiment sympa de mettre en avant le fait qu'il arrive et qu'il apporte quelque chose à l'équipe. Et je pense que tous les joueurs, tous les fans des Spurs sont assez contents qu'il soit là par rapport à la dynamique qu'il apporte à cette équipe. Mais en fait, moi, je trouve dommage, on l'a dit dans un podcast qu'on a fait il y a très longtemps avec Tim Tuncast, c'est que avec le temps, il est devenu assez grincheux, assez aigri. Et c'est ça, moi, qui me dérange, parce que en entrant dans la ligue, c'était quelqu'un de... Il apportait du peps. Franchement, moi, j'ai encore des slams chez moi. Tu disais, putain, mais ce mec-là, s'il continue comme ça, il va tout arracher, ça va être un truc de ouf. Et je pense que le fait, comme tu as dit, d'aller dans des équipes où il a commencé à perdre, ou perdre un peu cette notion de gagner des matchs, ça n'a pas joué en sa faveur aussi. Et même si... Vas-y. Mais tu vois, c'est quand même un mec qui n'a jamais été vraiment respecté, parce que même au départ, je me rappelle, il y avait des gens qui militaient, genre Deron Williams, c'est plus fort que Chris Paul, tu vois, dès le départ, il y a toujours eu il y a eu une confrontation entre les deux. Il y a toujours eu cette concurrence à trouver, dès qu'il y avait un mec qui était un peu fort sur une période, c'est meilleur que Chris Paul. Il y a toujours eu un peu ce manque de respect. C'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Dès qu'il y a un mec qui faisait 2 saisons bonnes, ça c'est au-dessus de Chris Paul, ça c'est mieux. Alors c'était le truc, c'était à la mode, et je trouve que c'est de la connerie, parce que pour moi, sur notre génération, je pense que c'est le meilleur meneur sur notre génération à nous, je vais dire 2020, tu vois. Et après, si on compte Curry, non, elle est deuxième. Hein. Mais on va dire que Curry, c'est hors classement. Et voilà, moi je suis content pour lui. Et puis à cause de cet enfoiré de Giannis, il finira sans bague. Voilà. Et puis faut pas oublier non plus que même en dehors entre guillemets sur l'extra sportif, Chris Paul, c'est pendant pas mal d'années président du syndicat des joueurs. Ouais, il a apporté, c'est en partie, il a été le symbole du lockout de 2011 avec tout ce qui a été apporté derrière au niveau du CBA. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de lui. Hein. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Donc, bien sûr. Ça, c'est un gars qui laisse une empreinte partout où il va, tu vois. Ouais. Il a aux Clippers, il a rendu les Clippers. Il y a eu une hype sur les Clippers grâce à lui et Griffin quand même. Alors que c'est une franchise que tout le monde s'en tapait. Nouvelle-Orléans, pareil. Ouais, tu vois, t'as raison, Quentin. Tu vois, les Hornets, il les a remis sur la carte. Tu regardes même quand il arrive à OKC. Après le passage de Westbrook, la dernière saison et tout, il les ramène en playoff, il encadre les jeunes. Il les fait progresser. Houston, ils n'ont jamais été aussi proches de jouer une finale NBA que quand il est là. Il a ressuscité les Suns. Ouais, il a ressuscité les Suns. C'est vrai. En fait, c'est un gap qui est toujours dans les bons coups, tu vois. Alors oui, ça gagne pas au final, mais t'as le droit de perdre contre plus fort que toi, tu vois. C'est quand tu perds contre les Warriors, comme je dis toujours, tu perds contre les Warriors en 7, il y a aucune honte. Hein. Mais en tout cas, cette stat, elle est quand même ouf. Voilà, il est deuxième, et ça restera dans le marbre, quoi. Ce qu'on leur reprochait surtout, je pense que c'est sa santé, parce qu'il se blessait toujours à des moments cruciaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est dit, attends, c'est pas possible. À chaque fois qu'il y a un truc ou décisif, le mec se blesse. Et moi, je me rappelle, il y a un moment, il y a eu des blagues incroyables. Je me dit, bon, c'est sûr, il va se blesser s'il y a un match 7, s'il y a un match coup près, il va dire qu'il est blessé. Donc, à un moment, tu vois, je pense que c'est à partir de là qu'est arrivé aussi le manque de respect, alors que sur les prestations, tu sais qu'il peut faire la diff. Mais tu vois, Polo, ce que tu dis, parce qu'au final, dès qu'il était absent dans les franchises, t'as l'impression que le titre, c'était fini. En fait, ça montre quand même, ça montre quand même le niveau des équipes qui l'a emmené à ce niveau-là. Bien sûr. C'est que dès qu'il est absent, ils peuvent pas gagner sans lui. Genre, il n'y a jamais une fois où il y a un exploit, le collectif fait quelque chose, il a gratté le pouvoir, ils arrivent à mener des 3-1, des conneries comme ça, ils se pètent, l'équipe est décomposée. Derrière, c'est nul. Ça, c'est très vrai pour le coup. Ouais. Genre, c'est vrai, son absence, tu la ressens direct. Alors que, tu vois, quand ils sont à 3-2 contre les Warriors, il y a Harden encore dans l'équipe, il y a une équipe derrière, tu vois, c'est un gros effectif. Mais juste son absence à lui, ça a tout déréglé, en fait. C'est fini. Genre, l'équipe dans la tête, ils savent que c'est mort, en fait. Et c'est tout le temps le cas dès que tu enlèves Chris Paul. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est une team changeur, carrément. Parce que partout où il va, il change la franchise et. Dommage qu'il est parti dans une équipe de merde à Los Angeles. Voilà. Non, c'est sûr. Et pour Chris Paul, je tiens à vous dire qu'on pourra en reparler d'ici quelques matchs, vu que il lui manque 44 interceptions pour passer deuxième aussi. Oui, en effet. Il va les faire, je pense. Ah bah oui. Oh bah oui, d'ici là, oui, clairement. Il est déjà à 34 cette saison. Ouais, bah voilà.
Ça veut tout dire pour le coup. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est un peu le gars comme Gary Payton que j'aimerais bien voir finir avec une bague, même s'il joue pas beaucoup, tu vois, dans une franchise. Ouais. C'est 2-3 minutes, 5 minutes, j'aimerais bien le voir gagner quand même. Ça me ferait chier qu'il finisse avec rien. Ça me fait vraiment chier. Bah, cette année, il bouge son cul, il nous emmène en finale, et puis voilà. Bon, ça c'est moins garanti pour le coup. Faut voir quand même. Hein. Moi, je propose, c'est tout. Voilà, tu proposes. Bon, bah écoute. Mais Très- tu vois, ce qui est ouais. con avec Chris Paul, c'est que même s'il retourne dans une de ses anciennes équipes, tu sais qu'ils vont pas gagner, tu vois. Ouais. Parce que les Clippers, Kawhi, c'est un mec qui se blesse encore plus que lui quand il faut. Mhm. Les Hornets, bon, est-ce qu'on. Voilà. On apprendre à la mélo à temporiser, peut-être, ça serait bien. Ah, peut-être. Les Rockets, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui va ne serait-ce qu'en finale de conf. Et. Non, mais le train, il est passé, de toute façon, Quentin. Ouais. Allez, Ah oui. bah, Pour peut-être moi, l'année le prochaine. flop de sa carrière, pour moi, c'est les Warriors, où ça fait tâche, en fait. Il est parti là-bas, t'as l'impression qu'il voulait gratter une bague, ça a échoué complet. C'est un peu la tâche. Après, au final, il n'a même pas choisi parce qu'il s'est fait têche comme un mal Ouais. pour Wizard. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis après, les Warriors l'ont récupéré. Mais Et il a été ballotté, quoi. Tu vois, je pense en vrai, les Warriors, ils voulaient même pas y aller, je pense. les Wizards, c'est quand même la seule équipe où quand tu te fais virer comme un malpropre, t'es heureux. C'est vrai. Ouais, c'est compliqué. Et puis, je tenais à rappeler aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Samuel, les gens qui osent comparer un Russell Westbrook ou un Derrick Rose à lui, il faut juste les brûler, en fait, ces gens. Voilà. Je tenais juste à le dire. Je trouve que c'est limite, c'est des propos qui peuvent inciter à la haine. Non, je pense que c'est les gens qui. C'est le discernement. Je pense que c'est aussi quand tu joues, tu sais ô combien il est difficile d'obtenir ce genre de résultats. Non, Donc, non, tu peux Polo. pas disrespect. Non, Polo. Juste qu'ils aillent se faire foutre. C'est tout. Non, mais c'est vrai que moi j'ai Je fais entendu. le politicien, j'essaie d'arrondir les angles. C'est Polo de Villepin. Quand je te parle de manque de respect, c'est que je pense que tu demandes à 10 personnes, Steve Nash, Jason Kidd, Chris Paul, ils vont tous mettre Chris Paul en 3. Dans la période où il était dans son prime, t'as eu Deron Williams, il est plus fort. T'as eu Westbrook, c'est plus fort. T'as eu John Wall, quand il était chaud, à un moment, ça faisait ouais, John Wall. C'est vrai. Il y a eu ça, je te jure, il y a eu ça. Il y a eu John Wall. Il y a eu dès qu'il y a un meneur qui est percé, boum bam, c'est plus fort que Chris Paul, surcoté Chris Paul. Ça, c'est vrai. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Franchement, Jeff Teague, Chris Paul, j'hésite. Voilà, non, mais c'est limite ça. C'est limite ça, quoi. Et pour répondre à ta question entre Kidd, Nash et Chris Paul, Nash, vu que c'est un Suns, il sera 3ème chez moi. C'est bien. C'est bien, tu vois. Bon. Alors qu'en vrai, tu peux mettre Kidd devant parce qu'il a sa bague, mais Nash Paul, pour moi, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas de débat, moi, pour moi. C'est une. Voilà, genre, pour moi, s'il y a débat, c'est du racisme. Voilà, c'est au moment où on fait arrêter les conneries, quoi. Pour moi, Chris Paul est 1 sur ce trio parce que c'est maintenant une Spurs Legend. Ouais. Donc, tu vois, il y a un petit truc en plus. Non. Toujours pas. Non, toujours Non, pas. toujours pas. Toujours pas, ça ne passe pas. Non. Bon, bah, très bien pour Chris Paul. Je vous propose qu'on passe à l'actualité suivante, messieurs. Ah, ça y est, on a enfin les phases finales qui se dessinent pour le NBA Cup dont on n'a absolument rien à foutre, mais bon, ça reste toujours un événement. Donc on s'en fout, voilà, mais je le dis quand même. Donc en sont ressortis donc les quarts de finale. Donc sur la conférence Ouest qui vont affronter le Thunder aux Mavericks, les Rockets aux Warriors et à l'Est les Bucks aux Magic et les Knicks aux Hawks. Je rappelle que les Lakers sont la première équipe à avoir gagné ce trophée. Oui, tout à fait. Et LeBron James n'a jamais le premier. Et voilà, LeBron n'a jamais le premier, exactement. Sachant que les demi-finales et finales se dérouleront à Las Vegas comme l'année dernière. Est-ce que vous avez un favori parmi ces 8 messieurs? Ok, on passe au suivant. Mavericks pour moi. Mavericks. Ouais, il y a le Mavericks, mais après, tu sais, le problème, c'est comme on disait, c'est pas un truc super important, mais je pense que c'est surtout la motivation, c'est la motivation financière. Parce qu'il y a, semblerait-il, un chèque qui est assez conséquent. Après, il y a des joueurs qui s'en foutent parce qu'au niveau de leur masse salariale, ils ont déjà beaucoup de sous. Mais pour certains, ce chèque, c'est pas une petite somme. Donc, je pense qu'il y a des équipes qui seront plus motivées que d'autres pour avoir ce chèque-là. Moi, je pense qu'il y a des mecs, surtout, ils veulent aller au casino, quoi.
Ils disent, parce qu'il y a des mecs qui disent, ça fait longtemps que j'ai pas été à Las Vegas, c'est l'occasion parfaite, je gagne le trophée, je fais la fête derrière. Moi, Hôtel payé par l'équipe. aussi, je vais se donner à fond, je pense. Hein, c'est... Tu vois, Et en plus, tu vois, tout est payé par l'équipe. ah Le oui, déplacement, l'hôtel. tout. Tu vas au Bellagio, tu vas au Bellagio, tu vas jouer après derrière. Voilà. L'argent que tu as gagné avec le trophée, bah, tu peux le rejouer directement aux machines. Non, franchement, moi je pense que c'est la principale intérêt c'est des vacances. C'est un week-end, tu vois. C'est comme quand tu pars en week-end, toi, dans un pays de l'Est, la Budapest, tu sais, ça coûte pas cher, t'es content, tout ça. Là, pour eux, c'est Las Vegas, tu vois. Je gagne un petit billet, je vais jouer au jeu. Et donc je mise sur les maps. Je pense qu'ils ont besoin de ça parce que Dallas, c'est un peu loin quand même de Las Vegas et qu'ils ont envie d'y aller. Ça fait longtemps. Ok, bon bah écoute, ça marche. Très bien. Et C'est quoi du coup, Moi, ouais. je vais mettre une piécette sur les Hawks. Ah. Ok. Oh Ouais, mais Trae Young, il est trop jeune pour rentrer au casino. Voilà. Qu'est-ce En qu'il vrai, je raconte mets ma pièce sur les Hawks parce que déjà, tu joues les Knicks. Donc, on connaît Trae Young et les Knicks, hein, ça va encore climatiser la salle. Et Ouais. après, t'auras le Bucks t'auras les Bucks ou le Magic. En vrai, ça peut passer. Est-ce qu'il y a une équipe qui a beaucoup de joueurs de moins de 21 ans? Parce que ça joue. T'es pas motivé à la Las Vegas si tu peux pas rentrer en boîte. Le Thunder, Euh, tu vois. les Rockets aussi. Je vais dire qu'est-ce que je vais foutre à Las Vegas, je peux même pas rentrer. Tu vois. ouais. Je peux même pas Ça joue, les rentrer. gars, ça joue. Vous avez vu comment on a réussi à rendre intéressant un truc que tout le monde s'en branle, c'est beau. Ouais, grave. Et du coup, est-ce que on mettrait pas une petite piécette sur les Warriors? Non. Non? C'est vrai qu'ils sont chauds, hein, mais Alors moi j'aimerais bien. C'est Ah. l'équipe qui me plaît le plus de ce qui reste. Mais puis rajouter un titre à Curry, tu vois. Ouais, bah c'est pour ça. Hein. Ouais. C'est- Mais Ouais, mais après, t'as encore des gens qui vont dire que Curry est un plus grand joueur que Magic Johnson. Ah. Est-ce que tu veux vraiment ça? Ouais, mais alors bon. si c'est Magic Johnson, pourquoi pas? Mais Ouais, Magic, je pense pas. Magie Dan Johnson. Je me suis foiré un peu la langue à fourcher, mais. Après le problème c'est contre les Rockets, je les vois bien taper les Rockets. Mais après contre OKC et contre les Mavs, c'est compliqué les Warriors, je pense quand même. Ah, tu sais, sur un match, hein, ça joue. Hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant des Warriors et des Rockets, vous savez que les Rockets n'ont pas gagné un match contre les Warriors depuis 2020? Ah, ça prouve encore une fois que c'est une belle équipe de branquignoles. Voilà. Voilà. Et qu'on emmerde Jamaris Peace. merci. Exactement. J'ai même plus besoin de le dire. Ça, c'est beau. Ça, Est-ce c'est beau. qu'il a des fans genre, qui viennent nous insulter genre quand on parle de lui? Est-ce qu'il a des fans genre sur Twitter, ils arrivent, ils disent ouais, de toute façon vous êtes des PD, vous êtes vous aimez pas Oh, Jamaris voilà, Peace. tu vois, vas-y, c'est bon, j'en Non, ai marre. Non, j'ai dit des haters qui disent ça. Ouais. On ne valide surtout pas ces propos-là. Ouais. Mais ce sont des haters qui viennent nous insulter de la sorte et qu'on va mettre en justice pour homophobie. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah non, il n'y a personne, vu que même dans la commu Rockets, ils veulent son départ. Ah ouais. Ouais, ce que j'ai cru comprendre, les gens veulent s'en débarrasser, c'est comme c'est Après, incroyable. les gens sont durs quand même. Hein. Le C'est mec, il a terrible. 2 saisons NBA, calmez-vous. Kylian Hayes, il s'est fait têche pour moins que ça. Hein. Oh, mais il est nul. C'est pas pareil. Non, Bah voilà. non. Kylian Hayes, il est vraiment nul. C'est pas pareil. Parce que Kylian, c'est fort, mais pas pour. Je pense que c'était FIBA, frère. FIBA. Ouais. Non, mais je pense que c'est toujours le même problème, c'est que c'est l'attente que tu as par rapport à ce que le mec produit sur le terrain. C'est toujours la même chose. Si tu as des attentes exceptionnelles et que le mec qui est sur le terrain, il est éclaté. Il y a la Boca aussi. Ça La fasse Boca. un an. Parce qu'il a beaucoup parlé. Ah oui, ben ça. Ouais. Ah oui, mais ça rajoute encore plus, justement. C'est ça le truc. Bon, enfin, bref. Bon. Et toi, Polo, c'est qui ton favori du coup? Moi, franchement, moi, j'aimerais bien voir Orlando. Je sais pas s'ils sont dedans, non? Si, ils jouent contre Milwaukee. Ouais, bah ouais, parce que franchement, tu vois, même là, c'est la nuit dernière, sans leur star, ils ont quand même réussi à gagner. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se construit là-bas. Après, j'ai pas envie de faire comme avec Kevin Durant pour combien de temps, parce que la dernière fois, Ouais. ça s'est cassé un peu la gueule avec notre ami du côté des Suns, mais j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en œuvre par là-bas. Et j'espère que ça va durer, parce que il y a beaucoup de jeunesse et ça a l'air d'être assez agréable. Donc, pourquoi pas? Moi, je mettrais bien une petite pièce sur eux, ouais. Ouais, après, faut voir, hein, parce qu'avec un Franz Wagner maintenant en moins, pour une durée aussi, je crois, indéterminée, ça risque de devenir compliqué un petit peu pour eux là.
Ouais, j'ai pas vu Ah, le il s'est report. fait, il s'est fait les obliques aussi. Bah, la même blessure que Banquero. Exactement la même. Donc là, pour le Punaise. moment, blessure à durée indéterminée. Donc on va voir ce que ça va. Il est réévalué dans un mois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah, bon, Prochaine chronique de Loris, on va devoir le ramasser à la petite cuillère, je pense. Ça va être compliqué pour le coup. ouais. Force et honneur. Hmm. Yes. Bon, très bien pour cette petite actualité dont on s'en fout, comme le dit très bien Samuel. Et dernière information, là je le mets vite fait un petit peu en fufu comme ça. Si vous n'avez rien à faire ce dimanche, n'hésitez pas à venir nous voir à la Hoops Factory d'Aubervilliers, histoire de rigoler un petit peu. Voilà, c'était juste Ça risque d'être très sympa. Voilà, si vous voulez Moi, voir... Ne venez pas, s'il vous plaît. Non, il faut y aller. Moi, franchement, si j'étais pas en rééducation, je serais venu. Mais faut y aller, ça va être pas mal. Je pense que ça va être bien marrant. En plus, j'ai entendu dire que Samuel, pour l'événement, avait perdu du poids. Moi, je dis ça, je dis rien. Et il parle depuis tout à l'heure. Il y il a est la venu. sèche. Ouais, par contre, tu es mute, Samuel, on t'entend pas Je là. suis au max là, Vas-y. Je suis au max parce que j'ai pas envie de finir comme Polo Wall tout le temps à l'infirmerie. Ah, le bâtard. Voilà. Non, t'as raison. À cause c'est du important. poids sur mes genoux. Donc je fais attention là, parce que les douleurs de dos, sinon je vais finir comme. Il y a qui avait des problèmes de dos en jouant Et à moi, NBA? bonjour. Il y a qui comme joueur? Il y en a plein. T'en veux un? Dwight Howard. Ouais, c'est Ben vrai. Simmons. Ouais, Ben Simmons aussi. Ouais. LeBron James aussi, ça lui arrive. Tu sais que je me lève tellement avec la mal de dos que j'ai l'impression que c'est normal. Genre, je sens plus la douleur. Ah ça malheureusement, hein, c'est le mal du siècle, hein, le mal de dos. Ouais, 6 kilos pour pouvoir taper Lucas. Mais mal parler de Kobe, c'est le seul projet. Voilà. Eh bah Moi écoute, aussi, Moi aussi, je vais être à fond. Là, je fais à 15 clubs par jour. Ça va aller. Sans parler des cafés. Non, alors qu'il pourrait manger LC, je suis Pokawa, je préparé, mais aïe. ça l'intéresse pas. Bon voilà, la petite info, donc très certainement dimanche matin, on vous fera savoir cela sur les réseaux sociaux. Eh bien écoutez, très bien messieurs, ce que je vous propose c'est qu'on prenne désormais part au débat de cette semaine. Alors pour le coup, hein, bien sûr, comme d'hab, hein, vu que c'est enregistrement là pour le coup le lundi, malheureusement Loris n'a pas pu faire la chronique. Donc je vais juste me charger de faire un peu l'introduction. Alors sur le sujet, hein, notamment des différences de culture de travail entre les franchises. Parce que lorsqu'on parle de succès en NBA, on pense souvent aux stars, aux tactiques de jeu ou encore aux transactions, on va dire, spectaculaires. Et derrière ces éléments visibles se cache un moteur fondamental, c'est-à-dire la culture organisationnelle d'une franchise. C'est surtout elle qui détermine comment une équipe recrute, développe ses joueurs, réagit à l'adversité, reste compétitive sur le long terme. Alors on va prendre des exemples qui sont plus ou moins, on va dire, emblématiques. Hein. On parle surtout en termes d'organisation des San Antonio Spurs, hein, sous notamment la direction d'un Greg Popovich, hein, qui instaure une philosophie durable basée sur l'altruisme, la discipline, le développement des talents, etc. etc. Et à l'opposé, on va avoir les Sacramento Kings avec leur récent renouveau qui avait souffert de stabilité depuis quasiment une vingtaine d'années et de vision. Ce qui a freiné leur progression avec des joueurs de talent comme des Marcus Cousins ou d'autres joueurs auparavant. Notamment, on en faisait même référence il y a quelques épisodes de Rudy Gay. Cela explore, on va dire, certaines questions plutôt cruciales. Qu'est-ce qui distingue d'une culture gagnante d'une organisation dysfonctionnelle? Peut-on instaurer aussi une culture dans une équipe de petits marchés? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ces notions de petits et grands marchés ou d'un marché qui est en pleine reconstruction. Quels sont les éléments aussi essentiels pour bâtir une culture capable de résister aux crises et de transformer de bons joueurs en champions, etc. etc. Donc je ratisse très large sur les spectres qu'on peut aborder, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant et qu'on ne parle pas assez. Messieurs, par quel point souhaiteriez-vous commencer à aborder ce sujet-là? Moi, je supporte une équipe qui la dernière fois qu'elle a fait quelque chose avec ses jeunes, ça remonte à Kobe Bryant. Et donc, je vais laisser la parole à d'autres qui ont des franchises qui travaillent, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai qu'en franchise qui... vas-y, Sabel.
Non, c'est pas moi, c'est Paul. Non, le souci, c'est comme tu dis, les franchises qui travaillent, et souvent, on le répète même je pense, dans tous les sports US, c'est que pour travailler, il faut avoir du temps. Et souvent, ce temps, il y a beaucoup de franchises qui ne le prennent pas ou qui veulent gagner assez rapidement. Et c'est comme dans la vie, tu ne peux pas devenir quelqu'un de bon en 10 secondes. Ça prend du temps. Donc je pense que la première erreur, souvent, c'est qu'il y a des gens qui montent des projets, souvent à court terme. Uh-huh. C'est des projets où on essaie de bazarder un petit peu pour faire en sorte de gagner sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Alors que c'est des projets comme on est en train de parler, des choses qui se construisent. Parfois, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais au final, je pense qu'on a la satisfaction qu'on a bossé pendant un certain temps, d'avoir mis les bons éléments. On a je pense qu'on est assez content d'avoir travaillé pendant un moment pour récolter le fruit de son travail. Ouais. Et ça, je pense que il y a je pense que dans tous les sports US en général, il n'y a pas beaucoup de franchises qui laissent le temps au développement ou à la prise de conscience. Les Lakers, en vrai, c'est qu'il y a derrière, comme New York, j'ai envie de dire, il y a l'image de marque qui fait que tu dois tout de suite être performant et t'as pas le temps de laisser de la place aux jeunes ou quoi. Bon, ça réussit plus à Los Angeles qu'à New York, mais t'as ce truc où pendant un moment t'avais pas besoin de forcer une star pour aller à Los Angeles. Je trouve que c'est quelque chose qui a changé quand même dans les années 2010 où sur la fin de Kobe, j'ai l'impression même pour les drafts, les jeunes ils tiraient un peu la gueule, ils voulaient vraiment pas aller aux Lakers. Et je pense que c'est par rapport à ce dont tu parles, Polo, parce qu'ils savent que s'ils vont arriver aux Lakers, il y aura rien qui va être construit sur eux, qu'ils n'auront pas le temps ou autre, et que c'était beaucoup plus avantageux d'être drafté ailleurs. Moi, j'ai le souvenir de l'époque où il y avait les drafts, vous savez, Ingram, ou même comment ça s'appelle, Tatum. Tatum était content il voulait aller aux Lakers, mais c'était peut-être le seul parce qu'il était fan, quoi. Mais les autres, c'était contents de pas tomber aux Lakers, quoi. Tu sais, c'était un peu même quand il y avait les discussions avant la compétition. Avant la draft plutôt, et t'avais beaucoup de mecs qui faisaient la gueule, quoi, parce qu'ils disaient je vais arriver, il y a Kobe, il va prendre tous les ballons, on va pas me calculer, je vais rater 3 matchs, je vais me faire insulter. Donc tu vois, il y avait ce truc là, et à côté de ça, t'as des franchises comme Boston où il y a pas cette pression médiatique, et pourtant c'est une grosse franchise, tu vois, c'est une très grosse, parce que c'est la plus grosse franchise de la NBA. Il y a quand même une pression. Il y a une pression, mais en vrai, on sait qu'on des fans. Plus que des médias, tu vois, c'est plus les fans. Non, les médias aussi, ouais. Les médias aussi. Après, c'est juste qu'on le sent moins par rapport à des franchises comme Los Angeles ou les Lakers ou les Knicks, parce que les médias sont plus acerbes. Mais en vrai, c'est la même virulence, sauf que je pense que au niveau de Boston, c'est moins visible. Ouais. Il y a moins d'engouement. Il y a un engouement, mais il n'est pas aussi élevé que, comme tu disais, des fanbases comme celle des Knicks et celle des Lakers. Comme tu dis, celle des Lakers, c'est un peu comme c'est comme si tu vas au Real, on a envie que tu performes tout de suite. On se dit pas, bon non, c'est pas grave, il va s'acclimater, il faut qu'il prenne un peu le pouls du truc. En fait, si tu viens là, c'est que tu viens là pour tout cartonner. Tu viens pas là pour cueillir des fleurs ou te balader. Mais tu vois, Boston, il y a plus ce côté sportif qu'aux Lakers. Ça a quand même un côté, moi j'ai l'impression par exemple que depuis quelques années, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, ils s'en tapent en fait. Il y a de l'argent à faire rentrer, il y a LeBron qui vend des maillots, on fait venir son fils, storytelling. Tu sais, il y a un côté, les Lakers en fait, même si tu gagnes pas, il faut ramener de l'oseille. Faut qu'il y ait une star, faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. En fait, le truc, c'est que je pense la différence qu'il y a par rapport au... enfin, là, on fait la différence entre Boston et Los Angeles, c'est que Boston, historiquement, c'est une ville de sport, que ce soit le baseball, que ce soit le football américain, que ce soit le basket. C'est depuis le début, c'est vraiment... Et je pense que c'est aussi issu peut-être aussi un peu de la culture... de la culture même historique de la ville en elle-même, avec tout ce que ça a pu importer, notamment les Celtics, ça porte pas ce nom-là non plus pour rien. Il y a vraiment une identité aussi qui est peut-être beaucoup plus marquée dans le Massachusetts qu'en Californie. Après les Lakers, c'est notamment on a abordé le sujet des draftés. On se rend compte que des draftés beaucoup plus vieux, et je vais revenir un petit peu à des sujets qu'on avait abordés sur d'anciens podcasts aussi,
euh, les mecs qui sont là pour faire du one and done en NCAA vont être beaucoup plus performants, ou en tout cas vont avoir de la lumière beaucoup plus facilement dans des équipes où il n'y a pas grand-chose, donc c'est-à-dire surtout des petits marchés. On pense là à Détroit, on a pensé même à l'époque à Milwaukee avec le cas de Giannis, ça aura mis un peu de temps à se développer, et ça va aussi dans cette lignée-là. On pense, je sais pas, on pense à Minnesota avec Karl Anthony Towns. On va penser, voilà, même à New Orleans avec Zion Williamson, etc. C'est d'autres process. Alors que lorsqu'on va dans des équipes où il y a déjà de la lumière mise sur quelqu'un, on prend le cas des Lakers, c'est peut-être plus opportun pour des joueurs qui, des joueurs qui n'ont pas forcément besoin d'être draftés très haut pour pouvoir s'inclure, pour pouvoir s'adapter à un collectif. Je pense notamment les deux meilleurs exemples, c'est Dalton Knecht avec Austin Reeves qui arrive très bien à s'immiscer dans l'effectif des Lakers. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et puis après, on a un petit peu, on va dire, pas l'intrus, pas l'ovni, mais un mode un petit peu hybride entre les deux, c'est notamment les Spurs. Les Spurs qui sont capables de faire de bons coups et capables aussi de développer dans le temps. Parce qu'on a eu le cas avec Tim Duncan, qui a su exploser dès sa première saison, et on a eu le cas avec Kawhi Leonard, qui a su, au fur et à mesure des années, pour pouvoir monter en puissance et être au niveau auquel il a été de suite. Les Warriors aussi. Et les Warriors, en effet, avec des choix de draft aussi. C'est ça, qui se sont construits avec que des choix de draft et au final, après, il y a eu des bons trades pour encadrer ces gars draftés. Mais enfin, au départ, moi, qui mise sur un trio Curry, Thompson, Green qui terrorise la ligue. Pas grand monde au début. Pas grand monde, tu vois. Mais derrière, ça a bossé. Ils ont pris un entraîneur aussi comme les Spurs avec une vraie philosophie de jeu, au point que même quand il est parti parce qu'il était malade, ils ont mis Walton à sa place. Ça a continué de bosser parce que le système était ancré et qu'il y a une vraie identité de jeu, une vraie identité dans la franchise. Et aujourd'hui, c'est devenu c'est la deuxième ou première la franchise la plus qui rapporte la plus chère là, les Warriors. C'est la première. Ouais, tu vois. Donc moi, tu m'aurais dit ça quand j'étais ado. Les Attends, Warriors, Baron Davis, Michael Pietrus, tu vois, genre, ils nous faisaient kiffer, hein, mais j'aurais jamais misé sur les Warriors à un tel développement de cette franchise. Et ça a été par du bon travail. Ouais. Ça a été par du très bon travail. Un déménagement aujourd'hui à San Francisco qui aide aussi, je pense, pour le développement de la franchise et de la marque Warriors. Et aujourd'hui, je pense que tu demandes à tous les nouveaux initiés au basket et aux gamins, t'as des fans des Warriors, alors qu'il y a 15 ans avant, ça n'existait pas, quoi. Alors, et justement, dans cette lignée-là, est-ce qu'on sous-estime aussi l'impact qu'a le management ou même directement le general manager, parce que c'est lui quand même Oui, je pense, oui, on sous-estime visage. beaucoup. Parce que je reprends des cas comme, on prend les Warriors, Bob Myers a été juste extraordinaire pour les Warriors. On a eu Pat Riley pour le Heat qui a vraiment... Alors, il y avait déjà une certaine culture quand même du Heat, une culture dure dans les années 90, mais Pat Riley a su vraiment prolonger cette Heat culture avec déjà dans les années 2000 avec Dwayne Wade, les années 2010 avec les Heatles, et ça continue quand même à se pérenniser. Pareil pour les Spurs. Est-ce que c'est pas eux surtout qu'il faut peut-être le mettre plus en avant? Pour Pat Riley, tu vois, entièrement d'accord, tu vois, il a mis cette culture, machin, il est toujours dedans. Mais tu vois, c'est aussi j'ai l'impression que Pat Riley, depuis quelques années, c'est aussi l'exemple t'as eu ta culture, mais il faut aussi vivre avec son temps, tu vois. Ouais. Parce que Pat Riley, tu vois, c'est quand même un mec qui a l'air d'être c'est comme ça. Ouais. On change pas. Pep Guardiola. Ouais, voilà. Sauf que moi, Pat Riley ne vit pas pour les satellites, c'est déjà ça. Mais tu vois, faut peut-être des fois se remettre un peu en question, tu vois, parce que Pat Riley, j'ai l'impression, ne sait pas le faire. Tu vois, parce qu'il est toujours sur son truc, tu vois. Même si Tyler Hero, on en a parlé tout à l'heure, il fait une très bonne saison, hein. Mais on va rappeler encore et toujours, hein, tant qu'il gagne pas de bague avec Jimmy Butler et cette équipe-là, que Lillard, Harden, Donovan Mitchell, tu vois, tous ces mecs-là, tu les as laissés passer parce que dans ta tête, c'est je veux jouer avec lui, donc on va jouer avec lui, même si j'aurais pu avoir mieux. Alors qu'à contrario, tu vois, côté Spurs, vu que tu commençais à en parler, côté Spurs, ça a quand même su se réinventer dans la philosophie, tu vois.
Parce que t'as les Spurs du début de l'ère Duncan machin, où tu gagnes tes 4 titres. T'es dégueulasse à regarder. Le jeu, le jeu, c'est Duncan, tu vas au poste, isolation, voilà. Je résume vite fait. Puis après, ça allait vers un jeu très très collectif, porté aussi sur le tir extérieur. Le jeu qui a donné celui des Warriors au final. Donc c'est bien d'avoir ces philosophies, mais peut-être des fois, il faut se remettre en question pour justement continuer à travailler comme tu as déjà travaillé. En plus, l'ouverture d'esprit. Ouais, en vrai, c'est le plus dur, ça, en vrai. Enfin, on en parle, nous, avec facilité, parce que là, on a du recul sur les choses. Mais en vrai, c'est le plus dur de se réinventer. Je pense que même pour tout le monde, en vrai, même dans la vie, c'est le plus dur d'essayer de trouver des nouvelles méthodes, trouver des nouveaux systèmes. Il faut avoir conscience, comme tu dis, que ça a une limite. Je pense que, comme tu dis là par rapport à Riley, c'est que tu te rends bien compte que tu as utilisé toutes les ressources possibles et que tu peux plus vivre avec ça. Ça va pas porter ses fruits, ça va pas t'amener très loin. Donc c'est vrai que Polo, ça fait quand même deux finales en 4 ans quand même. Tu vois, son truc. Tu perds, hein, mais tu fais. Mais c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que moi, on respecte vraiment. Mais après, c'est t'arrives en finale, mais en vrai, est-ce que t'as pas envie de la gagner? C'est comme nous. Tu vas pas la gagner. C'est comme nous, tu vois. C'est comme nous avec Boston. À un moment, quand on disait, les gars, vous arrivez toujours en demi, vous arrivez toujours en finale, mais vous gagnez pas. Tu vois, à un moment, il faut se dire, ok, on arrive à des niveaux assez élevés, mais qu'est-ce qui nous manque pour crever le plafond? Qu'est-ce qui nous manque pour se dire, ok, on avait les capacités, mais maintenant, on peut prétendre être le champion ou le mec qui a la cible dans le dos. Tu vois? Et je pense que c'est ça, comme il le dit, c'est super important, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai un choix, j'ai une palette, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et quand on parlait des Spurs, moi je disais l'ouverture d'esprit, c'est quand même moi les premiers que j'ai en tête qui sont partis s'ouvrir au basket mondial quand même. Tu vois, le nombre de joueurs qu'ils ont ramenés qui n'étaient pas américains. Bon, par exemple, nous on connaît Tony Parker et Ginobili, mais t'as comment il s'appelle, Patty Mills, Bellinelli. Ouais, Bellinelli, il y a Oberto qui est venu aussi à un moment. Début des années 2000, il y a eu aussi comment il s'appelle, c'était Ayuso aussi, le portoricain. Il était un moment aux Spurs aussi, je crois. Non, en fait, ils ont toujours essayé de s'ouvrir un peu au basket mondial, à ce qui se faisait ailleurs, que ça soit en termes de tactique, en termes de joueurs, en termes de... Voilà, et je trouve que ils ont créé une vraie identité. Et aujourd'hui, les Spurs, dans le monde, c'est une des équipes les plus supportées aussi pour ça, je pense, parce que demain, t'es argentin, tu supportes les Spurs. Tu vois, parce que il y a Ginobili, en France, il y a une vague de Français qui supportent les Spurs. Ouais, peut-être les Rockets aussi. Mais voilà, quoi, tu sais, ça a créé aussi une marque dans le monde où les Spurs, ça a été cette image de l'équipe où un peu, j'allais dire multicolore, mais tu vois, un peu de la mondialisation, quoi. C'est l'Inter Milan de... Ouais, que ça gagne. Alors, et après, il y a des franchises qui souffrent aussi de leur image de marque. Enfin, tu vois, pour moi, t'es à New Orleans, tu ne peux pas bien bosser, en fait. Tu peux pas pour Charlotte. Parce que New Orleans, c'est une ville qui n'aime pas le basket. Normalement, il faudra quand même le dire. Tu payes des billets pour aller voir des matchs à 10 balles parfois à New Orleans. Les stades, les matchs, ils sont même pas remplis. Le sport numéro 1, c'est le foot US. Là-bas, ils sont foot US. Le basket, ils en ont rien à foutre. Ça s'est enflammé quand il y a eu Zion, en se disant peut-être que ça va réveiller la ville. Mais en fait, à chaque fois, en plus qu'ils prennent un mec comme ça, qui est un mec générationnel, c'est un mec fragile qui se pète. Genre Davis, Zion. Donc ça leur arrive pas souvent d'être numéro 1. Et quand ils l'ont, ça floppe. Donc, tu vois, tu peux pas leur dire qu'ils ont mal bossé pour le coup. Ils ont pris le mec qui était le meilleur à l'instant T. Et même, tu vois, eux, ils ont une culture de l'infirmerie. Parce que même quand ils font des gros trades, des Marcus Cousins. Ingram. Tu vois, genre, dès que tu récupères un mec, Ingram était pas All-Star quand il l'a récupéré, il est devenu après, mais dès que tu fais des gros transferts, que tu récupères des gros joueurs, pareil, ça se pète. Et Lonzo aussi, qui avait commencé à se péter là-bas. Hein. Il s'est pété déjà aux Lakers, mais là-bas, il s'est pété aussi, il me semble. Ouais, il s'est pété un petit peu, moins grave qu'aux Bulls, mais t'as récupéré tous ces mecs-là, tu vois, même Steven Adams, parce qu'il a commencé à se péter juste après son passage là-bas. Enfin, genre, eux, c'est pas de leur faute. Après, je pense pas que ce soit la culture qu'ils aient voulu mettre en place. Hein. Ouais, mais est-ce que ça joue pas l'environnement? C'est l'environnement, un peu comme quand on dit le PSG, il n'y a pas de cadre, tout ça au foot. Alors, tu vois, à New Orleans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cadre en fait. Alors, justement, c'était une question, c'est très bien parce que là, tu me coupes l'herbe sous le pied. C'était vraiment une question que j'allais poser. C'est est-ce que les mauvais résultats d'une équipe sont forcément le reflet d'une culture qui est défaillante? Parce que parce qu'on a le cas
avec, on a le cas avec donc New Orleans. Alors après, New Orleans en plus c'est marrant parce que c'est un peu le paradoxe pour le coup parce qu'ils ont quand même un très bon GM. David Griffin est un excellent GM qui est capable de faire de très beaux coups et ce sont peut-être des coups justement en one shot sans forcément après derrière pouvoir vraiment voilà. pérenniser Sans, son sans effectif. véritable vision. Sans véritable vision, comme tu disais au départ, je pense que normalement, toutes ces personnes-là, elles doivent avoir un plan. Et tu vois, même là, des fois, il y avait des reportages sur certains GM. Ceux qui sont maintenant, on va dire, ceux qu'on plébiscite maintenant, ils avaient forcément une stratégie en place. Quand ils ont dit on va commencer ça, peut-être les gens ne les ont pas cru. Hein. Même là, quand Samuel disait parler des Warriors, je pense que quand les Warriors commençaient à se casser la gueule, tout le monde disait bon, ça va aller nulle part. Mais le mec, il dit écoutez les gars, nous, on a des moyens. Maintenant, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps de travailler, de mettre les choses en place. Et vous me direz dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça vaut. Non, mais tu vois, je pense que c'est ça aussi. On y a cru New Orleans à un moment. Il y a une saison où ça joue bien, Zion est bon, tu te dis, ça y est, c'est le début, la machine elle est en marche, ils l'ont entouré, etc. Mais ça se répète. Moi, je pense qu'en fait, si à partir du moment où le mec sur qui tu montes ton projet, il est bancal. Tu veux monter quoi comme projet derrière? À part recommencer à zéro et retanker là pour 5 ans. Et justement, au lieu d'avoir à tout prix à parier sur des joueurs comme soit Zion, soit Brandon Ingram, est-ce que, pour le cas de New Orleans, est-ce que le plan, la vision qu'il faudra avoir, ce serait pas de commencer peut-être à développer une certaine culture, alors que ce soit la culture, je sais pas, du hustle ou que ce soit de travailler dur, un peu dans le modèle d'un Utah. Je vais prendre Utah parce que c'est un modèle dont on parle pas énormément, mais c'est une vraie culture aussi, le basket à Utah, un basket qui est très dur, très fondamentaux, etc. Malgré que, que l'effectif ne soit pas des plus pléthoriques depuis quelques années. Et est-ce que, justement, une culture de travail forte peut compenser justement un manque de talent ou d'attractivité pour vous? Bah justement, moi, je pense qu'en fait, New Orleans était dans une situation où ils ont besoin d'une superstar, en fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est vraiment une franchise. En fait, si t'as pas une star à regarder là-bas, qui regarde les stades de New Orleans le lendemain matin, là, qui regarde qui a le match de New Orleans, à part quand t'as Zion, parce que tu veux voir s'il a fait un bon match, s'il va bien ou quoi. Je regarde les stats de toutes les équipes quand je me lève quand même, tu vois. Ouais, mais tu vois, Mais après, regarde, tu passes rapide, tu t'en fous. Le seul truc qui ramène que tu vas t'intéresser à New Orleans, parce qu'à l'époque, t'avais Davis, tu te disais alors, il nous a fait quoi aujourd'hui le mono sourcil? Ou maintenant, tu te dis ouais, bon allez, y a Zion, il est revenu de blessure, là on va voir si c'est un crack, etc. C'est ça qui te fait te lever pour les. Si demain tu mets un mec un 5e choix, là, 6e choix, tu crées un projet comme OKC. OKC, ils ont eu besoin de Westbrook, Durant, Harden quand même, tu vois, pour s'ils avaient pris pour démarrer, tu vois, pour faire une image. Si t'as pas ces mecs-là pour créer une identité et ramener des fans à cette équipe-là, t'y arriveras jamais. Même aux Hornets, ils ont réussi à le faire, ça, ce que tu dis, avec Kemba Walker. C'est pas une star de fou furieux non plus, mais ça a ramené du monde. Mais tu vois, ils ont quand même eu. Là, tu vois quand même la Melo, tu vois, c'est une franchise que tout le monde s'en branle, mais ça regarde la Melo. Ouais. Tu vois, c'est. Et les Hornets ont quand même eu ce truc un peu hype depuis toujours. Même dans les années 90, c'était une franchise, c'est un peu stylé, un peu. Il y a un historique. Voilà, il y a quand même il y a même Muggsy Bugs. Il y a toujours eu un petit truc quand même, Hornets, il y a un historique. Mais je suis d'accord, Kemba, oui. Mais tu vois, les Hornets, en parlant, tu vois, parce que j'avais un petit point dessus dans mes notes. Alors, t'as toujours une star ou un truc, tu sais, qui te fait un peu regarder, tu vois, la Melo. Avant, t'as eu Kemba, t'as eu les Morning, Ben Rice, enfin, tous les mecs comme ça. T'as toujours eu un truc qui intéresse un peu. Mais là, depuis que Michael Jordan a été propriétaire de la franchise, est-ce que ce serait pas la franchise qui travaille le moins bien de toute la NBA? Parce que là, tu regardes la Melo, outre les blessures, ça fait quoi là? Ça fait 4 ans il est en NBA. Ouais. Comment ils l'ont entouré? Comment ils ont entouré le mec, tu vois? Genre, ils l'ont entouré avec qui? Ils l'ont entouré avec Josh Green, Grant Williams, tu vois. Après, il y a Miles Bridge qui a frappé. Et un mec qui frappe des femmes. non, mais tu vois, puis en plus, c'est eux, le message, c'est un peu envoyé, c'est il se fait suspendre par la NBA, il le signe pas. Dès que la suspension est finie, il le re-signe. Enfin, tu vois, genre, ça t'envoie des messages un peu de merde quand même. Oui. Et quand tu regardes le boulot fait par le GM, hormis la draft, tu vois, ça, je trouve qu'il draft assez bien quand même, parce que Brandon Miller devant Scoot. Alors que personne. Ouais, c'était à l'époque, tout le monde a dit qu'est-ce qu'ils font. Hein. Ouais. On s'est tous trompés. Tu vois, même Mark Williams, il est blessé H24. Mais tu vois, ça reste un bon pivot défensif quand il est là.
à part à la draft, j'ai l'impression que les Hornets, mais les travaux sont nuls à chier, tu vois. Mais- Ton coup d'éclat, c'est Josh Green. Mais tu vois, les Hornets, c'est un peu comme les Wizards pour moi aussi, tu vois. C'est des équipes, tu les vois parfois en demi-finale de conf, en premier tour, etc. Puis après, ils retombent dans l'anonymat. Et là, ouais, clairement, c'est vrai qu'en fait, même Lamelo est tout le temps blessé, tu vois. Pareil, tu fais un projet sur quelqu'un qui est tout le temps blessé, donc il te fait 2 matchs, 50 points, 40 points, tu dis oh! Donc on s'extasie pendant 3 jours, puis après, il est pas là pendant 4 jours, pendant 4 matchs. Donc, Ouais, mais après, comme tu l'as dit au début, je pense que c'est des franchises qui ne se focalisent pas sur le sport dans la durée. Je pense, comme tu disais au départ, c'est des franchises qui se focalisent sur les ventes de maillots, sur le stade, sur l'image, sur le branding, mais sur le contenu sportif, c'est très léger. Et je pense que c'est ça, moi, je pense la différence. Souvent, pas que dans le basket, hein. Mais en fait, ce qui va faire des revenus, c'est que ton contenu de sport est intéressant. Si ton équipe produit du contenu de sport intéressant et performante, ben, tu vas pouvoir générer d'autres choses, créer une marque intéressante, pouvoir même faire appel à des joueurs intéressants dans ton équipe. Mais en vrai, si tu ne produis pas quelque chose d'intéressant, sportivement parlant, tout le reste, en fait, ne sert à rien si sportivement parlant, tu ne produis rien. Et je pense que c'est ça le vrai problème dans toutes ces franchises-là, c'est que au lieu de se concentrer sur la valeur principale qui est le sport, on se concentre sur tout le reste, mais pas sur ce qu'il y a dans le terrain. Après, ce qui est important, et toi, je vais te donner un petit bisou aux Grises. Les Grises, soit c'est un peu une franchise de losers quand même, qui un petit peu, tu vois, quand même. Il y a quand même eu des bonnes périodes, hein, la période de Gasol, Randolph, voilà. C'était sympa. C'est la seule bonne période. Ah, c'était Et il y a un intéressant. truc que j'apprécie ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est un peu raciste, même pas, non, parce que c'est vrai. Oh là, ça. L'équipe ressemble à la ville, en fait. Et moi, pour moi, c'est important. Et l'équipe qui va avec la culture de la ville, en fait. Tu vois, Qui est dans les années 50. Lakers, tu penses à Yep. Tu sais, ils font le show, il y a de l'ambiance, et c'est des jeunes un peu. Clairement, c'est des Renois, c'est Soulox, ça danse, ça fait. Tu sais, ils ont ramené une vibe. Je trouve que ça ressemble à la ville. C'est une ville de musique, Memphis, tu vois. C'est une région bien sûr. de musique, c'est une région de show, c'est une région importante. Motown. Ouais, c'est une région importante dans le paysage américain. Et tu vois, moi, quand je les vois avant les matchs faire des chorés, faire les cons, faire du show et tout, ça énerve certains. Ça énerve certains, tu vois. Mais je trouve que ça va avec la ville, en fait. Tu vois, c'est une ville qui aime bien qui aime bien le show, qui aime bien les bad boys, qui aime bien les rebelles, qui aime bien. Tu vois, et moi, c'est un truc. J'aime bien quand la ville ressemble comme l'Atlético au foot, tu vois, quand on voit l'éclat de l'Atlético, c'est une équipe de charognards qui va avec un peuple de charognards le côté de Madrid. L'entraîneur, c'est un charognard, et en fait, même si tu les détestes, ben, y a une identité. Ben, Memphis, je trouve qu'ils ont créé un truc où, tu vois, c'est le show, ça jump, ça dunk, ça fout l'ambiance, tu vois, et même si ça gagne pas derrière, je trouve que c'est important pour ramener des fans, tu vois, pour ramener de la billetterie, pour faire venir les gens se déplacer. Ouais, mais c'est ça, mais c'est... Vas-y, Quentin. J'allais dire, ça marche pas forcément tout le temps, tu vois, ça, que l'équipe soit à l'image de la ville. Parce que quand tu regardes les Pistons ces dernières années, ils étaient aussi éclatés que leur ville, et pourtant, ça a ramené personne. Ah, mais tu vois, les Pistons, c'est le parfait exemple. Les Pistons, quand ils gagnent, c'est quand il y a une équipe qui ressemble à la ville. Une équipe de bad boys, de cassos, ça défend, c'est des anti-stars, ils font des coups de Trafalgar, tu vois. Et les Lakers, quand ça gagne, c'est avec une grosse star, parce que c'est Showtime, parce que c'est Los Angeles, c'est la vie des étoiles. Tu vois, je trouve que, en fait, c'est bien quand t'as tu penses à la franchise. Tu vois, quand aujourd'hui je suis un bandeur, tu penses Lakers, tu sais que tu vas avoir des fans des Lakers qui connaissent rien au basket. Tu sais que tu vas avoir les stars des Lakers. Tu vas avoir le maillot partout sur les réseaux sociaux, alors que les mecs, ils ont jamais vu un match de basket. Tu vois, c'est le show, c'est les Lakers. Tu vois, clairement, un fan de Boston, alors, de manière générale, les fans de Boston, ils connaissent mieux le basket que les fans des Lakers. Tu vois, c'est une vérité. Mais les Lakers, c'est le show. Et ben Memphis, ouais, je trouve que l'équipe, quand je la regarde, c'est Memphis. Genre, je sais pas, il se passe un truc. Et est-ce que justement, alors ce sera, je pense, peut-être ma dernière question pour relancer un peu le débat. Et est-ce que c'est forcément l'image qui doit prendre le dessus sur l'aspect vraiment institutionnel d'une franchise? Non, pas forcément. Justement, moi, je pense que c'est l'institution qui doit être plus fort que l'image. Ok.
Parce que dans tous les sports, et même là tu parlais du PSG, c'est, je pense, la principale problématique, c'est que l'institution n'est pas assez forte pour dire aux joueurs qu'en vrai, vous êtes au PSG, il faut respecter des certains normes. Et dans les grands clubs, quand tu arrives, tu respectes un protocole qui existe depuis des années. Quand tu arrives, on dit voilà, nous, tu viens à la Juve, tu viens au Milan, tu viens. Il y a un protocole. Nous, depuis des années, on travaille comme ça, on a eu des résultats. Tu peux pas venir faire le troublion et marmonner tes trucs bizarres. Ah, Et ça, je pense que c'est ça qui manque. justement, Tu vois. tu fais justement là, tu vas un peu dans ce que je pensais. Enfin, tu lis un peu dans mes pensées. Est-ce qu'un Zion Williamson, on va reprendre le cas de New Orleans parce que je pense que c'est le cas le plus, je pense que c'est le cas le plus peut-être le plus significatif, ou en tout cas le plus intéressant à étudier. Un Zion Williamson, tu le mets dans une institution type Juventus. On sait ce qui se passe les étés à la Juve. On sait très bien les camps d'entraînement, etc. On sait très bien ce qui est imposé. Non, mais tu le mets même à Boston. on Tu le mets sait- à Boston. on toi, sait- Tu le mets là dans le froid, une ville où il va là un peu. Ouais, mais enfin, Il n'aura pas le temps de voir des stars, tu vois. Et putain. Coucou Maria Mills, on te fait des bisous au passage. Et justement, est-ce que s'il y avait déjà cet aspect vraiment institutionnel, est-ce que des mecs comme Zion Williamson en seraient à ce stade-là? Je suis pas sûr. Le problème, c'est qu'il était déjà fragile avant de venir, lui. Ouais, il avait déjà des problèmes au genou, du coup, c'est vrai. On le disait déjà avant que ça se trouve, c'était la fausse bonne idée qu'il allait se péter, etc. Tu vois. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que tu vois, si New Orleans, ils prennent Morant cette année-là, Ouais. tout le monde les insulte. Ouais. Tout le monde Ouais. les insulte. Si derrière ils se disent ouais Zion c'est bancal, je prends Ja Morant, en plus ça aurait bien matché avec la ville et tout. Derrière ils se font insulter. Vous avez jamais le premier choix, vous avez le choix. Il y a un mec générationnel, vous prenez Ja Morant. Et tout le monde dit que c'est des cassos pas possibles, que c'est n'importe quoi, etc., etc. Genre c'est ça le problème. C'est un peu aussi bâtard. Mais après oui derrière qu'il n'y a pas de cadre et que j'ai l'impression que New Orleans quand t'es là-bas tout le monde s'en fout. Tu fais ce que tu veux, qu'il y a pas ça, je suis d'accord. Hein. Et bah, justement, dans ce cas-là, s'ils avaient pris, ça se trouve, ça aurait été l'un des styles all-time de prendre. Ouais, après, calme-toi au niveau style. Ça va, quoi. Oui, non, mais. Tu vois, ça va. Non, mais ce que j'entends par style, c'est que Zion Williamson, bon, il était devant tout le monde. C'était du no-brainer qu'il soit devant tout le monde. Alors que là, Ja Morant, tu fais le pari, parce qu'en soi, ça reste quand même un pari. On serait foutu de leur gueule comme Milicic devant LeBron. Hein. Oui, voilà. Donc ça aurait été pareil. Devant Melo. Ouais, pas devant les deux, quoi. Oui, là, ouais, on s'est compris. Ouais. Devant les deux, tu vois. Parce que c'est pareil, ça sort de nulle part. Et si pour moi, tu prends Milicic devant les trois, c'est de la folie. Tu vois, et c'est pareil, ça aurait été pareil que Greg Oden devant Durant. Alors pourtant, Greg Oden, il avait une meilleure, plus grande hype que Durant, faut le dire quand même. Mais tu vois, on se fout encore de leur gueule. Alors imagine, là, t'as Zion et tu prends Ja Morant, là. Et imagine que Zion, il va à Memphis et qu'il devient ouf en plus. Ah, t'es mort, là. Ouais, j'avoue. Et tu vois, tu vois, genre ça, parler de ces drafts-là, tu vois, ça me fait penser à une autre équipe qui a complètement changé, je trouve, sa façon d'être et sa façon d'être perçue. Les Cavs. Oui. Parce que là, on parlait de draft de merde. La dernière fois qu'ils ont eu le premier choix, on se rappelle qu'ils ont pris. Oui. Mais c'est une draft de merde quand même. Faut le dire qu'ils prennent un mec nul, mais que derrière, la draft est très nulle. La draft est nulle, mais ils prennent pas un mec nul. Ils prennent peut-être le pire joueur de l'histoire. Parce que Milicic était meilleur qu'Anthony Bennett. Quand même. C'est vrai que c'est le pire. Mais ouais, pour moi, pour leur défense, c'est que c'est peut-être la draft la pire de l'histoire. Non, c'est pas 2000. Je suis désolé. C'est vrai, la draft de 2000. Tu sais très bien que la draft 2000, c'est notre Madeleine de Proust. Ah ouais, c'est vrai. Et puis la draft où il y a Bennett, il y a Jokic, je crois, dans la draft, tu vois, quand même. Jokic, Gobert. Ah oui, qui a été drafté pendant une pub Taco Bell. Ouais, c'est bon, on connaît. Il est loin. Tu vois, il est loin. Ça remonte le niveau, tu vois. Mais tu vois, c'est pour dire que, tu vois, les Cavs, l'image qu'on avait des Cavs, c'était une équipe, depuis le début des années 2000, hein, c'était une équipe qui ne faisait rien sans LeBron James. Oui. Qui n'espérait même pas aller en playoff sans lui, parce que tu le draftes en 2003, tu vas pas en playoff les premières années, ok, mais après ça déroule, tu vas en finale, machin. Il se casse 4 ans, t'es la pire équipe de la ligue. Il revient, tu fais 4 finales. Oui. Il repart, t'es la pire équipe de la ligue, tu vois. Et
avec les drafts de Darius Garland, de Mobley et tout, je trouve que tu as changé un peu, tu vois, le truc. Ah, il y a un changement majeur aussi. C'est l'arrivée d'un certain Kobe Altman. Ouais. Et en parlant d'autres franchises qu'on ne mentionne pas, qui s'est créé avec la draft, les Nuggets. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Modèle Warriors. Ouais, Un ils peu, ont pris tout leur big three, entre guillemets, ces 3 mecs. C'est des mecs. Non, parce que, comment ça s'appelle l'autre, il est drafté à Orlando. Comment il s'appelle Ah ouais Comment Aaron Gordon. Aaron Gordon, oui. Il est au Magic. En fait, ça va avec le modèle Warriors parce que Aaron Gordon est rentré un peu dans la peau d'un. Attention, je ne compare pas, mais un peu dans le style d'un Andrew Wiggins qui André avait du Iguodala. potentiel et qui n'a pas su l'exploiter là où il était dans son équipe d'origine et qui a su se transformer par. Voilà, exactement. C'est vrai. Parce que Wiggins, de base, c'est un scoreur. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors qu'il arrive c'est un mec qui est là pour être un top scoreur de son équipe et au final, il se retrouve à être le mec qui défend dans sa franchise là, et il le fait bien en plus. Mais La draft de Jabari Parker, un ange parti trop tôt. ah non, je suis parti trop tôt. C'est relou. Ouais. Une draft aussi qui est nulle, hein. Une draft où il devait y avoir que des mecs all time et qui sont all time pour la nullité. Hein. Elle est dure en finale. Non, mais Mais tu par vois, rapport à la hype et résultat, c'est la pire. Ouais. Hype et résultat, c'est la pire. Mais tu vois, les Bucks, du coup, Jabari Parker, les Bucks, ça fait partie des équipes où ils savent encore être patients, tu vois, parce qu'on a parlé tout à l'heure, ça a parlé des Lakers, des Knicks. Il y a très peu d'équipes qui savent encore être patientes. Heureusement que t'es patient, Milwaukee. Hein. Si t'as pas la patience, il te reste rien. Hein. Ouais, j'avoue. C'est pas faux. Non, mais tu vois, après, t'as des contre-exemples de fou, tu vois, après, genre les Celtics. Tu vois, les Celtics, c'est une équipe extrêmement patiente, parce que là, les Tatum et Brown, combien d'années ils se sont fait clasher, machin, oui, ça va pas, ça fonctionne pas et tout. Tu vois, ils ont quand même été patients, ils avaient... et eux aussi, ils ont eu le déclencheur, c'est le fameux déclencheur de t'oses faire quelque chose, le truc qu'a pas eu pas de trailer, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Ouais. avec, t'as fait la finale en 2022, tu t'es fait casser le cul, ok, t'arrives pas à retourner en finale, tu fais quoi? Bah, tu prends le mec qui représentait un peu l'âme de l'équipe, Marcus Smart, qui était Deepoy en titre en plus quand il se fait trade. Oui, tout à fait. Non, c'est Jared Jackson, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant? Ouais, c'est quand ils vont en finale qui est Deepoy. Ah, Donc oui. bon, bref, c'est un des deux derniers Deepoy. Ouais, quand même. Tu le trades, tu vois, alors que le mec, ce qu'il représentait dans le collectif, auprès de la fanbase, et voilà, au niveau des récompenses aussi, tu vois. Mais c'est quand même une équipe qui était très très patiente. Parce que Jalen Brown, il était drafté en 2017 et Tatum en 2018 Oui. ou 2016. 2007-2017, oui. Ouais. Donc tu vois, Brown, ça fait quand même un moment qu'il est là. Et tu vois, ils ont été très très patients et t'es resté avec ces deux-là. T'as rajouté tes pièces petit à petit. Enfin, tu vois, c'est l'exemple d'une franchise patiente. Et on parlait d'institution. Est-ce que l'institution des Celtics, c'est pas l'image des Celtics? C'est le syndrome Dwayne Casey. Tu viens le coach, t'es champion juste après. Le Bayern Munich au foot. Tu Ouais. vois, c'est l'équipe familiale. Ils sont là. Ils pètent pas de mine, mais ils sont toujours là. Et puis de temps en temps, ils t'en ramènent une. Claque à chaque fois, tu vois. Oui. Mais pour moi, c'est le Bayern, tu vois. Mais tu vois, moi, les Celtics, tu me dis Celtics, en image de l'équipe, je pense à l'institution que c'est. Après, il faut rappeler aussi que les Celtics, enfin surtout dans les années 2010, pardon, ça s'est énormément construit autour de tous les pics que Danny Ainge a su prendre. Jalen Brown, c'est un pic Ah, de mais Nets, très hein. fort, très fort. Puis les Celtics, il y a ce côté pareil, ils prennent toujours des joueurs un peu pas de vague. Ouais. Tu vois, et ils prennent toujours des joueurs qui sont forts, mais avec des personnalités, il y a toujours des choix qui sont faits. Tu vois, c'est des gars qui sont pas connus pour avoir des grandes gueules. À part Tatum, ouais, mais Tatum, mais voilà, c'est vrai. Mais c'est un fan des Lakers, donc. La fan des Lakers, et en plus, je le trouve quand même soft, hein, tu vois. Genre, il s'est quand même assis tout l'été avec Team USA sans qu'on le voit jouer une minute. On l'a vu jouer une minute par match et on l'a jamais vu faire une déclaration. T'imagines à l'époque Kobe, Iverson, T-Mac, son champion NBA, et il se retrouve sur le banc à être le 12e homme. Ça fait scandale à chaque match. Moi, je te dis direct, Iverson avec un titre. Moi, le
Le débat du GOAT, attention. Hein. Ah ouais. Et il n'avait pas d'adresse à Allen Iverson, donc imaginez à quel point j'étais un vendeur. D'ailleurs, j'ai acheté un t-shirt, là, Mitchell Ness, avec Iverson dessus. Incroyable. Je suis vendredi. Donc, il a un caleçon Iverson, je suis sûr. Aïe, aïe, aïe. Ouais, est-ce que du coup, vous avez d'autres points ou d'autres axes à explorer justement sur notre débat de la semaine, messieurs? Je pense qu'on a bien Non. ratissé. Hein. Non, je pense qu'on a bien ratissé, hein. Comme tu l'as dit, c'est vraiment important d'avoir une vision et de savoir mettre les éléments pour s'y tenir. Mais c'est pas toujours facile, surtout dans le sport US où on demande aux gens d'avoir des résultats pour gagner de l'argent. Si t'es pas bon, Moi, je peux mentionner une équipe dont t'es fan, Vladimir, c'est les Sixers. Je trouve que ça bosse pas bien. C'est typiquement l'équipe qui draft, par exemple, je me rappelle, ils ont drafté pendant 3 années de suite Des pivots. Barry Parker, Nerlens Noel, Jalil Okafor et Embiid. Ils ont pris 3 postes 5 d'affilée. Oui, mais tu sais pourquoi? Et Ben Simmons, qui est un meneur qui peut jouer niveau. Oui, mais tu sais pourquoi? Tu veux que je te rappelle qui était le GM? C'était Elton Band. Ouais, à ne pas confondre avec Elton Jones, mais ils ont la même passion. Ou Elton Brank. Je vous laisse choisir le nom que vous voulez. Et tu vois, eux, ils ont vraiment fait le système de on prend le meilleur mec qui est disponible au moment où on draft, sans réfléchir au projet derrière. C'est le meilleur à ce moment-là, on le draft. Et derrière, il n'y avait aucune compatibilité, c'était n'importe quoi. Ah, en fait, le truc, c'est qu'au début, moi, j'aimais beaucoup. De toute façon, j'étais un très grand fan du début, on va dire, du process, en tout cas, de ce que ça pouvait apporter. Ça correspondait à la ville, enfin, tout allait bien. Après, depuis 2-3 saisons, Joel Embiid était un sacré connard, mais bon, ça, après, je vais pas revenir sur le sujet. Sans parler de James Harden, au passage. Tobias Harris avec Jimmy Butler aussi. Enfin. Ouais, mais tu vois, à cette heure-ci, avec Tobias Harris, ça ferait de meilleurs résultats qu'avec Paul George. Donc, C'est vrai. et pourtant, Dieu sait qu'on l'a critiqué, Tobias Harris. Il en a pris. Et Dieu sait que, et je l'ai suffisamment dit, Dieu sait qu'à la base, Tobias Harris, j'aime beaucoup ce joueur. Donc, ça me fait chier de le critiquer. Et oui, mais après, c'est vrai que le cas des Sixers est un bon cas. Hein, parce qu'en effet, on a le gros run du début des années 2000 sous Iverson, mais depuis, il n'y a plus rien. Enfin, depuis son transfert en 2006-2007, là, il n'y a plus rien. Si tu t'es pris un des plus gros shoots de l'histoire dans la gueule. Ouais, mais oui, ok. Par une légende des Spurs. Une légende des Raptors. Et c'est vrai que pourtant, en plus, c'est là que ça va un petit peu avec le monde, on va dire, un peu hybride. Parce que Philadelphie reste une très très grosse ville aux États-Unis et qui n'a jamais forcément eu, on va dire, la vision d'une franchise justement à l'échelle du marché qu'elle est. C'est vrai que ça a toujours été plus ou moins une équipe de second plan entre guillemets, en dehors peut-être de fin des années 70, début des années 80. Parce qu'on avait des mecs, voilà, on avait vraiment des énormes stars comme Julius Erving pour le coup. Moses Malone, Charles Barkley, etc. etc. Ouais, là, c'était vraiment une énorme star, Charles Barkley. Ouais, on a vu ce que ça a donné au résultat. Parle bien de Charles là-bas. Non, mais quand je disais énorme star, je parlais vraiment au niveau du physique. Tu vois. Physique. Ouais. Et après, c'est vrai qu'en dehors d'Iverson, malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose parce que Philadelphie, pareil, hein, on regarde au niveau des drafts et tout, ça n'a jamais non plus été des grosses folies. Hein. Enfin, de ce que je me rappelle. Le problème, c'est que même dans les années 2000, fin des années 2000, Philadelphie a toujours été plus ou moins un ventre mou, en dehors de la saison catastrophique début des années 2010, où on enchaîne défaite sur défaite, hein, où on fait l'une des pires saisons all-time. Mais c'est toujours un ventre mou, avec des Iguodala qui était la star de l'équipe à un moment. Enfin, c'est Ça veut compliqué. tout dire. Ah ouais, c'est ça. Parle bien du MVP des finales 2015. C'est vrai. Malgré tout. Mais c'est vrai que Philadelphie, oui, ça reste aussi une grosse énigme. Et je pense que le management y est pour beaucoup. Et puis dans les années 2010, sous Elton Brand, c'est une catastrophe. Enfin, il y a rien qui va. Et puis sans parler aussi des blessures qu'il y a eu. Enfin voilà, les castings ont toujours été très mauvais du côté de Philly. Peut-être en dehors d'un Joel Embiid, Tyrese Maxey sur ces derniers temps. Mais après, il n'y a pas grand-chose malheureusement à en tirer.
Et c'est là aussi le problème de Philadelphie, c'est qu'il n'y a pas de réelle identité. On a eu l'identité du process fin des années 2010 parce qu'il fallait se raccrocher à quelque chose. Et sinon, il n'y a pas grand-chose. Je pense que tu as eu un début d'identité à un moment. Bah, justement, je parlais du shoot de Kawhi. À ce moment-là, tu avais un début d'identité, mais les raisons financières ont fait que tu n'as pas pu faire ça parce que normalement, dans un monde normal, tu aurais fait un trio Ben Simmons, Jimmy Butler, Joel Embiid. Oui. Là, tu avais ton identité défensive en plus. Embiid, c'est pas le dernier pour ouvrir sa gueule. Butler, j'en parle pas. Oui, en plus, Joel Embiid, au niveau défense, ça va, quoi. Ouais, non, mais oui. Parce que là, t'avais, sur ces années-là, Ben Simmons et Embiid, c'était 2 candidats Deep Boy. Oui, c'est vrai. Butler, ça n'a pas été un candidat Deep Boy, mais. Très il y a sérieux, beaucoup de quand même. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient défendre comme lui. Oui. T'avais de quoi créer une identité, et le mauvais choix a été fait au final. Ouais, malheureusement, oui, le choix a été. Enfin, le dévolu a été jeté sur Tobias Harris et Jimmy Butler. Il a fait bon, bah, ce sera sans moi. Mais c'est con, t'étais à ça, tu vois. Genre, t'étais vraiment à ça de créer quelque chose, et je pense que ça aurait changé la dynamique de l'équipe sur ces dernières années. Je pense que ce qu'a été capable de faire le Heat sur les dernières années, les Sixers auraient été à minima capables de le faire. Ouais. Je pense à minima. Je dis bien à minima. Donc, bon, malheureusement, c'est comme ça. Même, tu vois, ce que propose une équipe comme OKC, tu vois, Ouais. qui est dans une façon de travailler complètement différente, où eux, un peu comme les Sixers, mais en plus poussé, tu vois, un mélange des Sixers et des Celtics. On va tanker, et en même temps, on vole tout le monde. Ouais, parce que... parce que eux, au final, tu peux pas dire qu'ils font du mauvais travail, parce qu'au final, leur équipe, elle est incroyable. Ah oui. Mais t'as beaucoup de ratés. Et t'as beaucoup de ratés parce que t'avais beaucoup de pics. Mais tu vois, je pense au Pokuševski. Oui, Tu vois, c'est vrai. ce genre de mec. Au final, Josh Giddey, au final, c'est un flop, au final, tu vois, là-bas. Ouais, c'est un flop et les affaires qu'il a eues n'ont pas forcément été... Ouais, T'as qui d'autre? Les affaires, ouais. exactement. T'as les Français, hein, Théo Malédon, Ouais. qui a fait une bonne première saison, puis après, au final, en fait, on s'est rendu compte qu'il puait la merde. Ça a été un flop. Treman. Là, il est encore là-bas. Ousmane Dieng. Oui. Ousmane Dieng qui a été sélectionné assez haut quand même, et qui, au final, il peine à craquer la rotation. Donc, ouais, t'as des grosses réussites. T'as les Chet, t'as Shai, mais lui, c'est un transfert. T'as quand même de la réussite, mais t'as aussi beaucoup d'échecs, et justement grâce à tous ces pics que t'es allé choper, tu vois. Mais c'est manière de travailler encore différente. Je saurais pas comment dire, c'est un peu comme les Celtics, mais les Celtics vite fait, tu vois. Et, le truc, c'est qu'ils sont capables quand même de travailler malgré des échecs. En fait, c'est ça aussi qui fait leur force. C'est ça. C'est que tu as des... Alors, c'est à la fois... Il y a eu des choix ambitieux et des choix solides. Hein. Je pense notamment à Shai, pour le coup. Mais aussi des choix peut-être qui ont été moins judicieux. Mais malgré tout, tu as quand même été capable de travailler avec les deux. Et après, au bout d'un moment, quand tu as pu te débarrasser en effet du côté qui n'était pas bon, tu l'as fait en fait. Tu n'as pas hésité à le faire. Et c'est là où notamment des mecs comme Sam Presti, ils n'ont pas peur en fait. Ils connaissent le business et ils savent que s'il faut se débarrasser de quelqu'un, c'est que derrière tu vas être capable de récupérer peut-être quelque chose de mieux. Donc ils ont pas peur. Voilà, ils ont pas peur d'appuyer sur le bouton et c'est ce qui fait leur réussite pour le moment. Ouais. Donc, Non, mais comme tu dis, ils réfléchissent vraiment comme des businessmen. C'est la gestion du risque. Quand tu mesures le risque, tu sais que bon, tu prends ce risque-là, mais en vrai, c'est un risque qui n'est pas préjudiciable pour ton business. Tu dis c'est pas grave. De toute façon, comme vous avez dit, j'ai de la ressource pour faire continuer ma boutique. Et je vais pas mettre en péril mon système. bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en NBA qui mettent souvent en péril en ne pensant pas à le mettre en péril aussi. Ils disent bon, on va tenter un coup, mais sans se dire que peut-être que pendant 2-3 ans, on va bouffer des pattes. Et ça va être délicat. Et tu as dans tout ça, et je pense que c'est ce qui va pouvoir clore le débat, tu as des équipes qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Coucou les Bulls. Voilà. Et tu te retrouves toujours sur des positions de merde. Et ils ont drafté Patrick Williams en 4 quand même, je te rappelle. Ah putain. Ouais, quand même, putain. Ah, c'est... Et après, tu vois, même les franchises qui fonctionnent bien peuvent être dysfonctionnelles en suivant les années, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que je viens de m'ouvrir un peu les pages de draft, vu que je parlais de OKC. En 2021, les Spurs, on prend Josh Primo en 12. Ouais, mais bon, par exemple.
Ouais, mais tu vois, pareil, Josh Primo, et c'est là aussi, contrairement à un Charlotte, Josh Primo, il a fait de la merde. Ok, t'es sur le côté, ciao. C'est vrai, mais même si ça a été un peu couvert parce que les histoires dataient un peu, au moins dès que ça a été public, ça a été vas-y dégage. Voilà, c'est ça. reviens pas, quoi. Le truc, c'est que bon, on connaît l'environnement Spurs et toutes les affaires qui se passent d'abord restent vraiment sous le tapis. Et une fois qu'elles sont sorties et qu'elles sont officielles, bah, t'as directement les décisions nécessaires qui sont prises et les bonnes décisions pour le coup. Donc c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à un management. Et c'est là où on revient un peu à la notion d'institution, c'est que les choses d'abord se font un peu en soum-soum tant qu'il n'y a rien qui sort, et une fois que c'est sorti, bon, bah, on fait la symbolique nécessaire de sorte entre guillemets à se blanchir, et derrière on avance, quoi. Mhm. Donc c'est là aussi toute la différence. Autre chose à rajouter, messieurs? Non, Non? pour moi. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Que les Lakers travaillent comme des sagouins. Ah bah ça, faut dire ça à Samuel, hein. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Samuel a exprimé son mécontentement. Vis-à-vis, Ça fait un moment vis-à-vis qu'il y a de son mécontentement. Mais j'espère un jour on va l'entendre chez les Lakers parce que c'est vrai que pour le coup, c'est délicat. Ouais. J'attends juste la retraite d'un mec, moi, c'est tout. Ah, vas-y, direct. Insupportable. On dira félicitations, on lui mettra Voilà. des vidéos en 4K avec l'IA. Ah, mais, Voilà, on sera content. ah, mais- Tirer ces deux maillots. ouais, mais n'oublie pas, Samuel, que l'année prochaine, c'est le Farewell Tour, hein. Ouais. Et n'oublie pas que l'année d'après, il y aura 2 retraits de maillots. Ouais, et que potentiellement, dans 2 ans, il y a le deuxième fils qui sera là aussi. Là, tu vas l'enterrer, le pauvre. Il faut comprendre que le psychologue allait être remboursé une fois par mois désormais en France. Et d'ailleurs, Voilà. tiens, et justement, tu fais une très bonne transition avec l'épisode sur la santé mentale. N'hésitez pas à les consulter. Il y a une consultation par mois qui sera entièrement prise en charge par la Sécurité sociale à partir du 1er janvier. Voilà. Pour une fois, Macron aura fait quelque chose de bien. Voilà. Samuel, il va y aller juste pour parler des Lakers. Voilà, exactement. Et bah écoutez, très bien messieurs, pour ce débat de la semaine, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas bien sûr à nous laisser aussi vos avis et éventuellement commentaires sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordées sur ce sujet-là. On est toujours preneur aussi de vos retours. Bien évidemment, si cet épisode vous a plu, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de stream préférée ou même de nous laisser un petit pouce bleu sur YouTube. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Retrouvez également Forever sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou sur TikTok, un compte Forever Podcast, et sur Instagram, compte Forever le podcast, où vous retrouvez du contenu posté quasiment quotidiennement. Messieurs, je vous laisse le petit mot de la fin. Les Lakers jouent le play-in, messieurs. Moi, je vais continuer avec mon Jalen Brown, il est plus fort que Jason Tatum. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Vas-y, Quentin. Votez Victor Wembanyama pour le All-Star Game 2025. Ouais, ça y est. Ouais, ça y est, Magnifique. il commence la propagande. Magnifique. Je prends On de l'avant fait des pour la systèmes plupart. comme disait Samuel tout à l'heure. Horn. Eh ben, écoutez, parfait, messieurs. Merci à vous. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que la vie est une fête. Allez, ciao, ciao.